peux venir, tu crées ton entreprise en free zone, c'est très rapide, tu obtiens ta résidence et tu fais ton business. Ouais, c'est vraiment le nouveau rêve Exactement. américain, quoi. Exactement. Dubaï, ça a remplacé les US, quoi. Sur Dubaï, ils ont mis cette taxe à 9% qui est arrivée l'année dernière. C'est 9% sur quoi? C'est 9% au-dessus de 375 000 € de bénéfices. À terme, Dubaï va rester sans taxe ou que ça va shifter un moment? Je pense honnêtement que ça va shifter Pour toi, c'est même plus safe que Monaco? à Monaco, mais c'est entouré de la France. C'est les favelas autour. Salut Filippo, Bonjour je Yanis. suis super content de t'avoir. Merci beaucoup de me recevoir. On se connaît un petit peu parce qu'on travaille ensemble en fait. C'est ça. Donc moi en fait j'ai une boîte à Dubaï depuis 4 ans Mhm. et c'était vraiment hyper compliqué de trouver quelqu'un qui s'occupe du legal accounting qui est sérieux. Ouais. C'est vrai que sur Dubaï c'est vraiment un gros bordel. Ouais. Après de moult recherches, abandon et désespoir, on t'a trouvé. Ouais. Et puis, on est super content de ce que tu fais, de ce que vous Merci faites. beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais t'avoir en podcast, parce que je pense que t'es un des rares sur Dubaï à pouvoir vraiment donner des insights sur la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, le légal, etc. etc. Ouais. Donc, c'est pour ça vraiment que je voulais t'avoir. Et c'est super cool, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup déjà de nous faire confiance et de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ouais, c'est cool. Donc, mais avant d'attaquer un petit peu dans le dur, tout ce qui est Dubaï, légal, création de boîte, etc. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton background, un petit peu avant Dubaï, ce que tu as fait? Bien sûr. Alors, moi, je suis né à Monaco. Ouais. Donc, je suis italien, mais né à Monaco. Ok. Je viens d'un background, en fait, j'ai fait une école de commerce d'abord à Milan, à Bocconi, puis après j'ai switché, j'ai fini mes études du coup à Monaco. Ouais. Je voulais faire un master, mais en fait j'avais énormément envie de me lancer dans le travail, quoi. Ça m'avait un peu saoulé de faire les études. Ouais. Du coup, je suis parti à Dubaï. Ok. Ah, t'es parti à Dubaï super tôt alors. Tout de suite. Ouais, Donc t'as fini tes études, tu t'es dit je pars, quoi. Exactement, ouais. Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, Ok. sortir un peu de Monaco, tout ça, parce que bon, c'est très petit. Ouais. Et en fait, je suis parti à Dubaï. J'ai commencé dans une. Mais pourquoi usine t'es de parti à restauration. Dubaï à la base? En fait, parce que de base, ma copine, elle avait un stage ici et Ouais. ça m'a motivé. J'ai dit pourquoi pas découvrir. Et en fait, j'étais hyper intrigué. On m'en a toujours très bien parlé. Je voulais aller un peu au-delà des a priori et tout ça. Et du coup, après, j'ai dit on va essayer. Du coup, je suis parti dans une holding de restauration, une des plus grandes ici. Ok. J'ai pris le premier stage. Donc en fait, j'ai commencé en tant que serveur. Après, j'ai été upgrade dans ce que je savais faire. D'accord. J'ai fait de la finance. En gros, je faisais l'analyste, donc toutes les ouvertures de société. Je faisais beaucoup de contrats, beaucoup de choses comme ça. Ok. Et après, de fil en aiguille, j'ai été pris en full-time. Et 1 an et demi après, on m'a proposé d'ouvrir cette boîte-là. Donc en fait, je gère les bureaux ici à Dubaï. C'est une boîte anglaise Ok. et qui fait du coup du consulting au niveau fiscal et comptabilité Ok. à Londres et qui a ouvert ici. Donc en gros, j'ai pris cette opportunité-là. J'ai commencé tout seul, Ouais. donc ça m'a permis d'apprendre. J'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup de crash courses. Enfin, je m'occupais déjà de ces matières-là à mon ancien travail, mais j'ai pu vraiment me développer et apprendre D'accord. tous les jours, quoi. Parce que, D'accord. voilà. L'arrivée sur Dubaï, ça s'est passé comment? L'arrivée sur Dubaï, ça a été un choc au début, Ok. forcément, parce que c'est beaucoup plus grand. Moi, j'ai connu Monaco, Milan. Ouais, c'est un microcosme. Milan, pour moi, déjà, Ah, c'était énorme. Donc, je suis arrivé à Dubaï, j'ai dit, Ouah, c'est quoi cet endroit, quoi. Il y avait plein de choses à faire, plein de gens à rencontrer. Et c'est ça, en fait, que j'ai adoré, c'est ça qui m'a gardé ici. C'était vraiment en fait, les gens que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte que c'est un pôle d'entrepreneurs, de gens qui ont envie de faire des choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que j'ai envie d'être, quoi. J'ai envie de monter ma personne, de rencontrer des gens. Et je me suis dit, c'est un peu le rêve américain de ma génération, quoi. Enfin, de la nôtre. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je suis resté. Pour l'instant, je suis plus jamais parti. D'accord. Et t'as rencontré du monde rapidement alors, à l'arrivée? Au début, Dubaï, socialement, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, tu fais comment en fait pour rencontrer du monde sur Dubaï? En fait, j'ai fait beaucoup de networking. Donc, je suis inscrit un peu à toutes les chambres de commerce. Chambre de commerce, c'est intéressant. Ok. Ouais. Donc, je suis à l'italienne, la française, l'espagnole et l'anglaise. C'est un petit coup quand même, parce que c'est pas gratuit. Ça. Hein. Justement, après, la boîte où je travaille, ça m'a permis de subventionner tout ça. Et ça m'a beaucoup aidé. Et après, même, j'avais 2-3 contacts quand je suis arrivé de Monaco qui m'ont présenté des gens. Okay. Et puis, le fait de ne pas arriver tout seul, ça m'a beaucoup aidé aussi. Ouais, je pense que c'est bien parce que vous pouvez partager aussi vos contacts. Quoi. C'est ça. Et surtout, ça permet au début de tenir un peu le coup, quoi. Quand on est tout seul à Dubaï, ça peut vite partir soit dans tous les sens ou difficile. Et en fait, maintenant, j'ai rencontré 2-3 amis qui connaissent énormément de gens. Et qui t'ont plug avec d'autres personnes. Exactement.
D'accord. Exactement. Mais c'est intéressant le côté chambre de commerce parce que je pense que c'est un bon levier pour rencontrer du monde. Ouais. Donc là, ça se passe comment? Tu payes un Bah, annuel? Ouais, c'est ça. On paye C'est un pas trop annuel. cher? Bah, en fait, c'est des prix qui sont à la société. Donc là, c'est sous la société. Au début, moi, j'y allais. Il y a toujours des événements pour les non-membres et des événements pour les membres. Ok. Donc même les non-membres, en soi, c'est très sympa parce qu'il faut juste payer un fee. Et À chaque fois que tu y vas, tu payes ouais, un c'est fee? ça. C'est dans les 150, 200 dirhams. Donc ça correspond Ok. entre 35 et 50 Ouais. euros. Et en fait, bah voilà, ça inclut 2-3 verres de vin et un buffet. Donc en fait, ça permet de rencontrer plein de gens. Mais c'est toujours beaucoup relié au business, ce qui peut être sympa. Ouais. Mais aussi socialement, du coup, les gens ils vont beaucoup te parler pour qu'est-ce que tu fais comme travail, etc. D'accord. Il n'y a pas trop, au début en tout cas, tu ressens beaucoup cette envie vraiment de faire du network Bien business sûr. et pas forcément des amis. Bien sûr. Peu récemment, j'ai découvert par exemple le Rotary, qui Ouais. est beaucoup plus social, on va dire. Beaucoup Cher plus, aussi, peut-être, non? C'est peut-être plus cher. Rotary, pour l'instant, je fais ça parce que c'est assez cher. Ouais. Enfin, c'est dans les 1000 euros à peu près à Dubaï, ce qui Ouais. n'est pas trop cher par rapport Mhm. à l'Europe. Mais pareil, ils ont des événements pour les non-membres et ça me permet de rencontrer des gens plus au niveau amical que je n'ai fait par exemple aux chambres de commerce. Donc non, bah, c'est comme ça. Et encore une fois, j'ai plein d'amis français maintenant qui sont entrepreneurs. Donc Ok. bah, ça m'a ouvert un nouveau monde là récemment. Et Ah, c'est trop cool. Et puis Ah toi, ouais. en plus, tu as besoin d'un max de relationnel C'est pour ça. pour Ouais, avoir c'est des ça. clients, quoi. C'est ça, donc j'ai le parti vraiment relationnel client que je fais plus aux chambres de commerce et après aux événements de mes amis ou au Rotary où je vais plus me faire des amis. Et puis j'ai la chance aussi que petit à petit, bah, j'ai des amis de Monaco qui déménagent ici, donc ça crée encore un autre Ah, réseau. c'est trop cool. C'est Ouais, trop cool. ouais. Et toi, si tu compares Monaco parce que les analystes et tout le monde a un peu tendance à dire en ce moment que Dubaï, ça va devenir le nouveau Monaco, le nouveau Monaco du monde. Ouais. Toi, si tu compares les deux destinations, est-ce que tu trouves des similarités ou ça n'a rien à voir? Si, ah oui, énormément de similarités. Bah, déjà, au-delà de l'aspect fiscal, juste du niveau de vie, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est ce qui m'a pas trop impressionné au début, c'est que bah, tout comme à Monaco, les gens ont généralement, c'est un peu cru de le dire, mais de l'argent, quoi. Donc, Ouais. ça bouge beaucoup. Je pense que Monaco, c'est une manière différente de faire du business parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent qui ont déjà des capitaux et qui les amènent là-bas ou qui ont déjà une activité bien avancée. Alors que Dubaï, c'est vraiment le rêve américain, comme j'ai dit. Ouais, ici, Donc, tu peux arriver c'est ça. sans boîte, Exactement. sans rien, à la limite, enfin sans rien, sans grand-chose, et tu commences par un stage, tu commences par C'est de la ça. restauration. Oui, ou même tu peux venir, tu crées ton entreprise en free zone, c'est très rapide, tu obtiens ta résidence et tu fais ton Ouais, business. c'est vraiment le nouveau rêve Exactement. américain, quoi. Exactement. Dubaï, ça a remplacé les US, quoi. C'est ça, ah oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, je pense que c'est leur idée, c'est ce qu'ils veulent faire, juste de simplifier les choses par rapport à ce qu'on a aux États-Unis ou même en Europe. Donc c'est ce qui permet, alors que Monaco, ça va être un peu plus dur de rentrer dans le cercle et de Ah, il faut s'y faire. arriver Et avec un surtout- gros capital. Exactement. Et surtout au Ouais. niveau capital, ça crée une certaine barrière à l'entrée, quoi. Disons qu'ici à Dubaï, on peut toujours se débrouiller pour trouver quelque chose, alors que Monaco, pour avoir les avantages fiscaux, bien sûr. etc., il faut quand même essayer d'être résident. Bien sûr, parce qu'on le rappelle, Monaco, donc si moi j'ai bien compris, si tu es français, que tu habites à Monaco, fiscalement, c'est pas intéressant, tu es soumis à la fiscalité française. Exactement. Par contre, si tu es italien, polonais ou n'importe quoi, tu arrives à Monaco et tu payes pas d'impôts. Bah, c'est ça, les personnes physiques ne sont pas imposées. Après, c'est pas complètement un paradis fiscal comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire que les personnes juridiques, elles, sont imposées à 33%. D'accord, donc c'est plus un paradis fiscal Dubaï que... Oui, disons que par Ouais. exemple, l'impôt sur les sociétés à Dubaï est plus intéressant. Ouais. Mais par contre, à Monaco, l'avantage, c'est qu'avec un administrateur et qui est aussi partenaire de l'entreprise, il peut se reconnaître une certaine indemnité Ouais. qui, du coup, va lui permettre de, sur cette indemnité-là, ne payer moins d'impôts et du coup, Ah, d'accord, amener, ok. amener l'impôt sur la société qui, en fait, le déduire de l'impôt sur la société, quoi. D'accord. Donc ça reste quand même avantageux, mais disons que Dubaï, c'est peut-être plus intéressant parce qu'il n'y a que 9% sur la corporate tax. Ouais, bien sûr. Mais Monaco reste aussi très intéressant. Monaco reste très intéressant, les mais par contre, sociétés il de faut un trading. très gros capital pour arriver là-bas, quoi. Bah, pour le coût de la vie, oui, Ouais. bien évidemment. Donc toi, niveau coût de la vie, comment tu l'as ressenti sur Dubaï? En fait, ce que j'ai bien aimé, alors, par rapport à Monaco, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'à Monaco, on peut aller, on peut se débrouiller, on peut aller faire les courses en Italie ou quoi, on s'en sort à Dubaï. J'ai l'impression que c'est un peu plus renfermé, donc les beaux restaurants vont être chers dans tous les cas. Ouais. Donc, je suis arrivé un peu avec ce rythme de vie de Monaco où j'aimais bien manger dehors, où j'aimais bien manger, me faire des bonnes courses et tout. Et j'ai trouvé que le coût de la vie, à cause des prix de l'importation et tout, était plus cher.
C'est plus cher que Monaco. J'ai trouvé sur certaines choses, tout bêtement, moi j'aimais bien le bon vin, quoi, par exemple. Ah oui, si, c'est cher. Ça cher. Même aller dans des beaux restaurants, c'est plus cher. Mais je pense qu'on peut vite s'adapter, quoi. Il y a des moyens de passer, je sais pas, d'aller dans le désert ou d'aller, il y a des plages publiques à Dubaï. Donc je pense que tout le monde peut faire un peu son bonhomme de chemin pour trouver. Ouais, parce que si tu arrives ici en te disant c'est le rêve américain, je viens ici, j'ai pas de boîte, j'ai pas de boulot, j'ai rien. Il faut quand même arriver à s'en sortir un minimum. Parce qu'on voit, on voit ici pas mal, enfin pas mal, mais on voit beaucoup d'expats européens qui travaillent même chez Uniqlo, qui travaillent qui travaillent en tant que serveur, etc., etc. Donc ils ont l'air de s'en sortir quand même. En fait, il y a deux types de serveurs. Le serveur de base, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont venir à Dubaï et vont faire serveur. Le serveur de base à Dubaï gagne vraiment pas bien sa vie. Non, il doit gagner 4 000 dirhams, ouais, c'est 1 000 euros. Ouais, c'est ça. Plus ou moins après 4 5 000, mais généralement, les gros groupes de restauration vont mieux payer leurs serveurs, vont les mettre dans de meilleures conditions pour aussi donner un type de service, quoi. Si tu vas dans un restaurant français, tu as envie d'être servi par un serveur français, idéalement pareil pour les restaurants italiens. Donc, il y a vraiment deux salles, deux ambiances, mais c'est pas autant le rêve américain que dans d'autres pays. En Italie, ça existe beaucoup le concept d'aller à Londres et faire serveur parce que c'est mieux payé. C'est vachement mieux payé. À Dubaï, c'est pas forcément mieux à ce niveau-là. Donc, d'accord. Il y a toujours un peu cette ségrégation de salaire entre les jobs qui demandent un peu moins de skills, on va dire. Et par contre, pour les jobs en finance et tout, forcément, c'est très intéressant à Dubaï. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, toi, tu as enchaîné assez rapidement donc, sur prendre les rênes de l'ouverture de Welltax, qui est une boîte au UK, c'est ça. Pour l'ouvrir ici. Ça a été challenging. Comment ça s'est passé ? Au début, j'ai pas eu peur de le faire parce que, comme j'ai dit dans ma boîte d'avant, je m'étais déjà un peu occupé des choses dont je savais que j'allais m'occuper. Bien sûr, là, ça allait être full-time ça. C'est-à-dire qu'avant, je m'occupais un peu des pratiques légales, fiscales, mais je faisais aussi beaucoup de finances. Donc là, ça allait enlever complètement la partie finance. Ce que j'ai aimé, c'était le challenge. C'est que j'étais relativement jeune et ça encore, c'est le rêve américain. C'était combien de temps, Dubaï. Ça ? C'était il y a 1 an et demi maintenant. Donc ça, tu l'as ouvert. Il y avait déjà quelques clients ici ou c'était le désert ? Alors en fait, l'idée, c'était que de Londres, beaucoup de gens aiment se déplacer à Dubaï pour plein de raisons. Se déplacer, vivre ? Déplacer, ouvrir une entreprise ici, parce qu'après le Brexit, après beaucoup de changements là-bas, les gens se retrouvent beaucoup dans Dubaï. Okay. Donc, Welltax, à l'époque, à Londres, avait beaucoup de clients qui voulaient ouvrir à Dubaï et avait, on va dire, des partenaires locaux ici, chez qui les envoyer, avec qui collaborer. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi on ne le fait pas nous ? Surtout à la vue du service que certaines personnes peuvent s'offrir. Donc, ils ont voulu le faire, mais forcément, ils avaient tous leur vie. Ils sont quand même un peu plus âgés, donc ils avaient besoin de quelqu'un sur place. Ils avaient déjà mis en place toute l'ouverture de la société et tout, mais il fallait quelqu'un pour vraiment... Pour l'idée de la compagnie, quoi. L'idée, faire... T'étais le candidat idéal, donc, en fait. Le candidat idéal. Moi, en tout cas, je me suis revu un peu dans l'opportunité idéale de faire ce que je voulais vraiment faire à la base, c'est-à-dire ouvrir mon réseau. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, je vais être le frontman d'une très belle aventure où je vais pouvoir toucher à tout. Par exemple, travailler avec toi, travailler avec des CEO de PME ou de grandes entreprises, faire des belles créations de boîtes et tout. Donc j'ai dit go, et en fait j'ai démarré, j'étais tout seul. Et aujourd'hui, au bout d'1 an et demi, on est 5. Ça se développe bien. Plus les partenaires, donc ça se développe énormément. Au début, c'était très compliqué parce que je faisais à la fois la comptabilité, l'ouverture des sociétés, les rendez-vous clients, les événements networking. Donc c'était très très dur. Maintenant, j'arrive un peu plus à me partager le travail, quoi. Donc là, je commence vraiment à bien aimer, à pouvoir faire ce que j'aime. Et donc, toi, dans votre expertise, l'activité que vous faites le plus, c'est la création de boîtes. C'est ça. Ça dépend. Généralement, on a beaucoup aussi des clients qui doivent ouvrir leur boîte, donc qui doivent vraiment venir à Dubaï ou qui sont déjà à Dubaï et qui veulent ouvrir leur entreprise. Mais on fait aussi pas mal de comptabilité parce que dans notre business model, l'ouverture de boîte, c'est intéressant. Mais c'est un one-shot. Bien sûr, il y a un recurring fee sur le... La comptabilité, c'est ce qui nous crée, avec ce qui en découle, la TVA, etc. Ça nous permet d'avoir un récurrent et du coup de construire un modèle. Bon, ça se passe comment alors pour ouvrir une boîte à Dubaï ? Alors pour ouvrir une boîte à Dubaï, par où commencer ? Il y a deux types de juridictions. Il y a aussi les offshore, les compagnies offshore, mais je ne vais pas trop en parler. Je vais vraiment me focus dans Dubaï. Donc il y a mainland, ce qu'on appelle mainland, donc ce qui est Dubaï, et les free zones. Donc les free zones sont des entreprises privées, on va dire, qui sont en fait qui apportent certains avantages. À la base, les free zones, il y en a une 40aine dans les Émirats. Le vrai avantage, c'était qu'à l'époque, il y a encore quelques années à Dubaï, pour ouvrir une société, il fallait se mettre avec
local agent, on appelle ça, donc une personne... En mainland, il fallait se mettre mainland. avec un local Exactement. agent, mais pas en free zone. Pas en free zone. Donc ça veut dire qu'il fallait avoir une personne qui se mettait avec vous. Il fallait en avoir gros, dans quelqu'un le que tu business. connais pas dans ta boîte. Exactement, quoi. un émirati. Ça devait être local. un problème. Exactement. Donc, moi, si je me trompe pas, si tu prends la carte de Dubaï, Mhm. tu vas avoir des spots, des zones dans Dubaï Exactement. qui sont Media City, Internet City, JLT, etc., etc. Où en fait, dans ces zones, tu as un mix d'habitations et de bureaux. Mhm. Et ces endroits-là, ça va s'appeler des free zones. Oui. Donc, tu vas avoir des free zones par activité. Donc, à JLT, tu vas avoir Diamond Commodity, Oui, je sais c'est plus ce que c'est. DMCC, ouais, Voilà, c'est tu vas avoir Internet Media City, un peu par Mhm. activité, etc. Donc, si tu es dans cette zone, si je te dis pas de bêtises, tu vas pouvoir ouvrir une boîte que dans cette zone, Mhm. avec une licence que dans cette zone. Oui. Et tu es obligé, le jour où tu ouvres des bureaux, ça doit être là. C'est ça. Bah, alors, ouvrir, donc, oui, mais par exemple, ouvrir le bureau. Donc, en fait, un des avantages de la free zone par rapport à la mainland, c'est que par exemple, il ne faut pas avoir de bureau. Il ne faut pas louer un bureau à part. C'est inclus, on va dire, dans le packaging de la free zone. Donc- D'accord, alors que c'était en mainland. Donc, mainland, c'est tout le reste. Qui n'est pas C'est ça. ces hotspots qu'on Mhm. appelle des free zones. Et là, par contre, quand tu crées ta boîte, et c'est vrai que j'en ai refait il n'y a pas longtemps, c'était le cas, ils demandent un Edjari. C'est ça. Donc, un Edjari, c'est un contrat de location validé par le gouvernement. Exactement. Donc, il y a les Jari pour les personnes physiques, donc quand tu vas louer un appartement, Ouais. comme les bureaux. Ouais. Donc, ça, c'est un coût supplémentaire, C'est un coût mais c'est supplémentaire. pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais du coup, ça permet un peu plus de flexibilité. Moi, je dis toujours, pour faire une petite boîte, pour commencer, pour tâter, je sais pas, faire du marketing digital, etc., ouvrir en free zone, par exemple. Parce qu'en fait, free zone, ça permet de faire... en fait, déjà, ce qui est restrictif, c'est que c'est pour faire que du B2B. Donc, Donc, attends, free zone, tu fais que du B2B. donc free zone, c'est pour faire du B2B. Ouais. Faire vraiment la vente physique en B2C, il faut être en mainland. Par Donc- contre, on peut donc- faire du e-commerce Ouais, mais en free zone. tu peux faire du e-commerce en C'est free ça. zone, d'accord. Donc faire du e-commerce, c'est bon. Par contre, je sais pas, pour ouvrir une société qui va Un vendre... coiffeur, il va pas se mettre en free Exactement, zone. un coiffeur. Ou alors, il peut être coiffeur dans la free zone. Dans la free zone. Donc, par exemple, à DMCC, il va y avoir... Ou en DIFC, par exemple. C'est là où il y a tous les restaurants, outre qu'être le quartier financier. Les restaurants qui sont dans DIFC, ils sont enregistrés à DIFC. Donc, D'accord. soit en fait, on peut faire du B2C dans la free zone, Ouais. ou alors que du B2B, ou alors du e-commerce, ou alors si à un moment donné, par exemple, tu vends des meubles et que généralement tu fais que du B2B, mais tu as un client et tu veux lui vendre en personne physique, alors là, il faut avoir un distributeur local, on appelle ça. Ah ouais, Donc, d'accord, qui est en quelqu'un- mainland. quelqu'un avec qui je vais faire du B2B qui après en mainland va vendre en B2C. Donc il faut un intermédiaire. Ok, c'est intéressant ça. Sur la free zone, parce que moi j'ai une mainland et j'ai une free zone, et c'est vrai que j'ai trouvé le process pour ouvrir un compte en banque un peu plus difficile dans la free zone que dans la mainland. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Ça dépend. Bah déjà, ça dépend de l'origine des personnes. Généralement, aujourd'hui, Dubaï, pour sortir de la grey zone, ils ont un peu plus, ils limitent un peu l'ouverture de compte de certaines nationalités. Ouais. Moi, par exemple, en free zone, j'ai un représentateur dans Meydan. On travaille beaucoup avec Meydan. Qui m'a ouvert mes comptes relativement rapidement parce qu'en fait, pour un coût supplémentaire, c'est ça aussi qui est très intéressant, à l'ouverture de la société, en l'occurrence avec Meydan, ils ont directement le contact avec la banque, donc ils s'occupent un peu de toute la paperasse initiale. D'accord. Donc ça permet de faciliter un peu les ouvertures. D'accord. Ok. Mais bien évidemment, c'est difficile dans les deux cas. Ça dépend du type d'activité. Encore une fois, c'est très aléatoire. Forcément, un Français qui va ouvrir son entreprise individuelle et qui veut un compte en banque, ça va être plus facile qu'une grosse société avec des D'accord. actionnaires russes qui, je D'accord. sais pas. Donc, D'accord. Moi, ce que j'ai ça. pas compris, et ça, je pense que les auditeurs, il faut vraiment qu'ils comprennent ces deux notions. Par exemple, moi, j'ai un copain qui t'a contacté récemment, qui s'appelle Mhm. Andrew. Oui. Et qui t'a demandé un devis justement pour Mhm. faire une holding. Ouais. Et toi, tu lui as proposé la free zone de Meydan. Oui. Pourquoi tu lui proposes une free zone et pourquoi pas en mainland? Quelle est la vraie différence? J'arrive pas à saisir la vraie différence entre les deux. Encore une fois, c'est rattaché au type d'activité. Si tu fais si l'objectif c'est pas de faire du B2C, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'être en mainland. Mais C'est-à-dire quel est que- l'intérêt d'être en free zone? Tu payes moins cher? Oui, payer moins cher. Tu plus payes quoi moins facilité. cher? La licence. Ah, la licence est moins chère. La licence est moins chère et même tout ce qui en découle, c'est-à-dire par exemple justement ne pas forcément, si quelqu'un veut pas le bureau, ça c'est pas forcément utile et c'est plus rapide et
en fait, et c'est aussi un autre aspect, c'est que tout est digitalisé. Donc, par exemple, il faut faire un truc, c'est sur la plateforme, un clic, etc. Alors qu'en mainland, généralement, il va falloir avoir un PRO. Donc, c'est une personne qui est en relation avec le gouvernement, qui va sur place, qui va faire toutes les procédures. Ça demande un déplacement physique. Donc, ça aussi, c'est plus compliqué. Et il y a vraiment tout un support. Vu que c'est une entreprise privée, ils ont encore plus envie que ça bouge. Alors que déjà, en mainland, c'est rapide. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, clairement. Mais nous, généralement, voilà, s'il n'y a pas vraiment de requête particulière, là, par exemple, j'ai un client qui veut faire du marketing, mais qui m'a demandé d'ouvrir en mainland parce que c'est plus prestigieux. C'est ça aussi. Techniquement, surtout les locaux considèrent une entreprise en mainland plus prestigieuse. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, mais dans le business... Ils trouvent que mainland, c'est plus prestigieux. Oui, certaines personnes ont même on va dire, dans la tête, quoi, vont penser que je veux être en mainland, c'est mieux. Mais généralement, si le client n'a pas forcément de requête, on va le mettre en free zone, on va lui proposer, voilà, c'est plus simple. En coût de création, il y a deux trucs. Il y a le coût de création, il y a les visas. En coût de création, on est à peu près sur quel coût Alors, en moyenne, je vais te dire, en dehors de nos filles, qui ça dépend à chaque fois de personne, mais par exemple en Meydan, donc en free zone, la création d'entreprise va être dans les 12 500 dirhams pour avoir... Donc 12 500 dirhams, ça fait 3 000 euros. 3 000 euros, un peu plus, pour avoir que la licence. Ouais. Par exemple, en DMCC, vu que c'est un peu plus prestigieux, etc., qui est notre free zone, ça va être plus cher. C'est super cher. Ouais. C'est 30 000 dirhams. Exactement. Moi, j'avais demandé une fois. Exactement. Donc, c'est 2-3 fois plus cher en fonction de 7 000 l'activité. euros. C'est parce que la zone est plus prestigieuse. Mais un Français qui s'expatrie, il va plus se baser sur un coût que sur le prestige d'une zone. Oui, je pense, mais un autre truc que j'aime toujours mentionner aussi, c'est que les free zones, c'est aussi beaucoup le network. En fait, il faut les voir un peu comme des sortes de petites Silicon Valley. Ah, tu rencontres du monde? C'est ça. Par exemple, j'ai eu un call là récemment avec DMCC. Ils sont en train de mettre énormément en place tout un pôle pour incuber les startups dans l'IA, dans la crypto. Donc en fait, il y a des incubateurs à DMCC qui permettent de développer ça. Et le network aussi. Ils veulent incuber des... Mais ça, il faudrait que tu en parles en aparté. Il faudrait que tu en parles à Andrew. Parce qu'il va créer 2 structures. Là, il va en créer une deuxième dans l'IA. Ah, okay. Et justement, il voulait se mettre dans un endroit IA friendly. Donc, parce qu'il m'avait demandé par rapport à l'IA, au niveau de la fiscalité, si ça a aidé, il n'y a pas forcément d'aide fiscale. Par contre, oui, DMCC, si quelqu'un vient et me dit vraiment je veux faire de l'IA, alors à ce niveau-là, peut-être que c'est mieux DMCC. Ça va coûter plus cher, mais ça peut être plus intéressant. D'accord. Et en fait, par exemple, il y a Dubai Design District. C'est pareil, la free zone du design. C'est beau là-bas d'ailleurs, c'est un bel endroit. Et en fait, là-bas, si tu veux faire un beau truc de design, il faut aller là-bas. Mais par contre, si tu ouvres à DMCC ou à Dubai Design District, le jour où tu ouvres tes bureaux et tu as tes premiers employés, c'est forcément à cet endroit-là, quoi. C'est ça. Alors, ça dépend. Par exemple, Meydan autorise à faire ce qu'on appelle des NOC, des NOC, donc qui permettent d'avoir un bureau autre part si ils l'acceptent, mais normalement c'est toujours accepté. À l'inverse, comme nous qui sommes en mainland, mais qui sommes techniquement en TICOM, nos bureaux sont en TICOM, on a pu avoir une NOC de la part de mainland pour avoir un bureau en TICOM. Mais ça, encore une fois, c'est assujetti en fonction du type de free zone, etc. Mais c'est pas forcément vrai que si le bureau est en free zone, on est obligé de rester en free zone. D'accord. Pour opérer en tout cas. D'accord, ok. Donc on est sur un coût de création qui va être à peu près dans les 3 à 4 000 euros, ça dépend. C'est ça. Création, ça prend quoi une création, semaine, une semaine à peu 10 près. jours. Ça dépend toujours de la rapidité de réponse du client, mais généralement une semaine. Mais sinon, au niveau gouvernemental, c'est rapide. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un visa résident à Dubaï pour être attaché, pour créer cette boîte, en fait? Est-ce que quelqu'un qui habite en Belgique et veut faire une boîte à Dubaï, mais n'a pas envie d'avoir la contrainte du visa de Dubaï, parce qu'il faut revenir tous les 6 mois quand même, sinon le visa il s'annule automatiquement, est-ce que tu peux quand même créer cette boîte ou pas? Oui, par contre, il va quand même falloir que le client vienne. Donc, par exemple, forcément, s'il a une boîte, s'il veut par exemple avoir un compte bancaire rattaché, il va falloir qu'il vienne sur Dubaï pour signer les papiers. Donc, il va pouvoir ouvrir le compte même s'il n'a pas de... Nous, on conseille toujours de prendre si par exemple, il y a 3 partenaires, il y en a un qui a le visa, les 2 autres n'ont pas besoin de l'avoir. Donc, on conseille toujours d'avoir une personne avec le visa parce que ça permet de justement... dans tous les cas, un visa, si vous avez une activité à Dubaï, une fois tous les 6 mois, un petit tour, juste voir que tout se passe bien, justement, tout ce qui est la banque, etc.
Mais après, si par exemple, voilà, il y a 3 associés, les 2 autres n'ont pas besoin d'avoir Donc tout va se passer beaucoup plus facilement s'il y a au moins un des partenaires qui a un visa. Oui. Il faut que ce soit un partenaire directeur, manager, ou Non, ça pas peut être forcément. juste un... Oui, en fait, pareil, on conseille de le mettre directeur. Nous, généralement, tous nos clients, on va dire 99% des clients, ont le visa parce que D'accord. s'ils veulent investir dans Dubaï, c'est qu'ils croient dans Dubaï, surtout que Bien sûr. c'est un endroit agréable, donc Bien sûr. c'est pas un problème pour eux. Et forcément, la banque, ils veulent quand même savoir à qui ils ouvrent le compte et tout, donc toujours avoir une Emirates ID, ça va être obligatoire pour ouvrir un compte en banque. Donc au moins un partenaire avec un visa, c'est... D'accord. c'est, D'accord, ouais, c'est intéressant. Pour casser un peu le mythe sur Dubaï, donc une fois qu'on a sa boîte ici qui est active et avec le compte en banque, etc., est-ce que les flux d'argent depuis l'Europe, l'Asie ou n'importe où, vers Dubaï, est-ce que quand on va commencer à facturer ses clients autour du monde, est-ce que ça va poser des problèmes bancaires ou pas ? Comment est-ce que toi tu le vois ça ? Par rapport au fait la que... banque de Dubaï, tu veux dire, ou rapatrier des fonds Non, ce que je veux dire, c'est que on habitait en France jusque-là. On avait tous ces clients en France. J'exite de la France. Je pars de la France, exit taxe, tout est fait. Je fais tout bien. Je pars, je m'installe à Dubaï. À Dubaï, je lance une activité ou je reprends des parties de mon autre activité et je lance ma boîte ici. Le moment où je vais commencer à facturer mes clients, qui vont être un peu partout en Europe ou n'importe où dans le monde, est-ce que la banque émettrice va avoir des difficultés à envoyer l'argent sur Dubaï ou pas ? Alors, ça, forcément, ça dépend de la banque émettrice en France, etc. Ça peut avoir... Aujourd'hui, Dubaï n'est plus dans la liste grise, donc ça devrait être plus simple. Ouais. Il y a toujours quelques red flags sur Dubaï, mais du côté de la personne qui va émettre le virement, ça devrait être plus facile. Ouais. Après, par rapport à la personne qui va faire son activité depuis Dubaï et qui va, par exemple, travailler à 100% avec la France, à un moment donné, au niveau, et ça, de nouveau, il faut parler avec un conseiller fiscal local, il faut faire attention parce que ça peut créer ce qu'on appelle un permanent establishment, donc un établissement permanent, je crois qu'on appelle ça en français, que la France, à un moment donné, ils peuvent venir vous voir et dire attendez, vous êtes peut-être à Dubaï, d'accord, mais toute votre activité, vous la faites en France, donc à un moment donné, il va falloir... Donc c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment pas recommandé, qu'il faut vraiment pas faire, c'est habiter en France. C'est ça. Avoir une vie en France et rester en permanence en France, se dire j'ouvre une boîte à Dubaï pour facturer certains des clients, il faut savoir que ça, c'est pas légal en France. Ça, on le met d'accord. Exactement. Ça, donc, que tout le monde sache. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé, qui n'est pas légal. Donc, là, on part dans le cas où, on n'habite pas en France, on habite n'importe où dans le monde et on a sa boîte ici ou alors on habite ici. Est-ce que ça coûte cher annuellement de maintenir la boîte au niveau compta, au niveau fiscal ? Est-ce que c'est cher ou pas ? Alors, à Dubaï, il y a plein de niveaux de comptabilité. Et on a beaucoup de clients qui en souffrent et qui viennent nous voir après. C'est-à-dire que il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, il y a la corporate tax, il y a la TVA, il y a plein de choses. Donc, c'est important d'avoir une comptabilité correcte. Il y a aussi... Qu'est-ce qui est obligatoire déjà à faire ? Alors, obligatoire, c'est la comptabilité. Parce que... Avant, c'était pas obligatoire, maintenant, c'est obligatoire. Alors, disons que tant qu'il n'y avait pas de TVA et de corporate tax, tu pouvais faire la comptabilité sur un bout de papier. Maintenant, il faut que ce soit fait normalement. Oui, exactement. Il faut que ça soit fait normalement. Il faut que ça soit audité. Donc, même dans les free zones, beaucoup de gens, ça c'est très important, beaucoup de gens pensent qu'en free zone, il ne faut pas auditer. Mais il faut auditer. Alors qu'il faut auditer. Donc, il y a beaucoup de gens qui signent. En fait, c'est une déclaration sur l'honneur que beaucoup de gens signent en disant « j'ai fait mon audit ». Mais le jour où Dubaï décide de vraiment venir analyser tes comptes et dire ah ok on va vérifier et c'est pas audité, soit il peut avoir une amende et puis il faut faire du coup tout l'audit précédent et ça emporte un coût beaucoup plus cher. Donc c'est important de auditer ses comptes. Donc ça c'est un coût. Là, forcément il y a les VAT returns qui sont faits donc ça c'est la TVA. La TVA exactement. Donc ça normalement la TVA ici tu la payes si tu encaisses localement. Exactement. Si tu n'encaisses pas localement, on la déclare à zéro, mais il faut la faire. Exactement. Alors, c'est jusqu'à 375 000 dirhams, donc à peu près 100 000 euros, enfin 100 000 $ en tout cas, de chiffre d'affaires, il ne faut pas s'enregistrer. Chiffre d'affaires ou dépenses. Donc, une fois que la somme des deux fait 375 000 dirhams, il faut s'enregistrer. Avant, pas de problème. Par contre, une fois qu'on s'est enregistré, même si beaucoup des activités se font en dehors de la France,
c'est à 0%. Oui, c'est pas qu'il n'y a si, pas de TVA. Si tu encaisses d'Australie, de Hong Kong, etc., il n'y a pas de raison de payer de TVA Exactement. ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, pareil, qui disent ah mais non, vu que on fait que du business en dehors de Dubaï, on s'enregistre pas pour la TVA. Si, il faut s'enregistrer, mais c'est à 0%. D'accord. Donc si on n'est pas en free zone, on a sa résidence à payer, c'est avec son Ejari, on a sa compta, on a ses VAT returns, on a vos filles chaque année. Exactement. Et un des derniers points, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à Dubaï, c'est pas comme en France. Une fois qu'on a créé sa boîte, une fois qu'on a payé sa licence, on la repaye chaque année. Exactement. Donc, ça, c'est encore une fois, par exemple, en free zone, tu peux choisir si tu veux ta licence qui est valable 5 ans, 1 an, 2 ans, ça dépend. Mais oui. Donc, il faut la renouveler chaque année. Et le prix du renouvellement de la licence, c'est le prix de la licence. Donc, c'est le prix de la création. Oui, c'est ça. Enfin, la création sans tous les fees adjoints. Donc, par exemple, ça va être il y a des fees, surtout en mainland, qui sont des fees de création, etc., qui, ça, ne seront pas... Ça sera peut-être un peu moins cher, mais c'est quand même un coût pratiquement égal. Donc, c'est quand même un coût, au final. Oui, c'est ça. C'est quand même un c'est pas négligeable, mais voilà. Enfin, généralement, avec un visa hors nos coûts, en free zone, par exemple, dans les environ 4 000 euros avec un visa, par exemple, c'est sans compter l'ouverture du compte bancaire. 4 000, donc au total, avec tout, on est peut-être sur un package à 8-10 000 chaque année. C'est ça. À peu près en euros, je pense. Plus ou moins. Encore une fois, ça dépend du type de service. Si tu as 1000 transactions par mois... Exactement, ça dépend de la comptabilité, des transactions, de beaucoup de choses. Parce que nous aussi, après, il y a tout ce qui est... beaucoup de gens ont beaucoup de questions fiscales, etc. Donc ça, s'il y a une séance de consulting, il va falloir l'ajouter parce que c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de gens qui veulent comprendre comment bien faire et tout, et généralement ça c'est facturable aussi. Bien sûr. Si c'est comptable, c'est inclus dans le prix de la comptabilité, mais si c'est des questions un peu plus techniques... Bien sûr, s'il y a du conseil, c'est quelque chose que vous facturez, bien sûr. Et donc alors Dubaï, ils ont mis cette taxe à 9% qui est arrivée l'année dernière. Comment ça va se passer concrètement ? Alors, c'est 9% sur quoi ? Alors, c'est 9% à partir au-dessus de 375 000 euros de bénéfices. Donc, c'est-à-dire que... De bénéfices. 375 000 dirhams... de chiffre. De bénéfices. Attends. Donc, sur une boîte, profit, quoi. Sur une boîte, tu fais 375 000 euros de profit. Dirhams. À dirhams. Oui, donc, dirhams. Ok. Donc, ça fait 75 000 euros. Exactement. Donc, à partir de là, donc ça, c'est pas imposé. Au-dessus, le surplus est imposé à 9%. Toutefois... le surplus est imposé. Donc, par exemple, si tu fais 100 000 euros de profit, disons que c'est 75 000 euros ce qui est exclusable, c'est 9% sur les 25 000 euros. Sur les 25 000. D'accord. Cela dit, Dubaï, jusqu'en 31 décembre 2026, a mis en place ce qu'on appelle le Small Business Relief. Okay. Donc, c'est un support pour les compagnies, pour les PME, entre guillemets, qui autorise jusqu'à 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires de ne pas être imposé. Donc, en gros, si tu fais 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires, si tu fais moins de 3 millions et que tu fais moins de 375 000, tu n'es pas imposable. D'accord. Ok, c'est intéressant. Donc, mais si on part sur la tranche imposable, il y a forcément, dans le calcul du bénéfice, il y a des déductibles. Exactement. Donc, on peut forcément... Quels sont les déductibles, en fait ? Forcément, le salaire, toutes les dépenses qui sont déductibles. Et après, donc déjà, le salaire, depuis qu'il y a la corporate tax, il faut faire attention. Il y a un capping sur le salaire ? Il n'y a pas encore vraiment de barème, mais par contre, il faut faire attention que ça soit, on va dire, logique. Donc, c'est encore un peu une grey zone. Mais logique comparé à tes années précédentes ou comparé au marché global ? Comparé même au chiffre d'affaires. Forcément, si ton chiffre d'affaires il est de 3 millions d'euros et que tu te reconnais un salaire de 2 millions, 2,5 millions, c'est qu'il y a un... Donc, attends, il faut que ce soit logique comparé à ton volume d'activité, pas comparé à ton... C'est ça le truc. C'est quelqu'un qui a une boîte dans le conseil, s'il fait 1 million d'euros... Et comparé à quelqu'un qui fait 3 millions d'euros, les deux, ils vont pas avoir la même valeur estimée de salaire alors. Si, mais en fait, ça dépend aussi on va dire, du barème des salaires à Dubaï. C'est pour ça que c'est encore une liste. C'est trouble, cette histoire. C'est très trouble. C'est pour ça que généralement, ce qu'on fait, c'est que on va demander aussi un conseil à des experts. Donc, on a aussi un réseau d'experts, donc par exemple de transfer pricing, prix transfert, on appelle ça, qui va lui savoir nous conseiller par rapport à un barème plus européen. En fait, nous, on préfère toujours être prévoyant plutôt que de soigner quelque chose. Aujourd'hui, les gens se reconnaissent encore des salaires très élevés. Après, tu peux aussi te reconnaître ce qu'on appelle un bonus. Beaucoup de gens font ça.
Ça marche beaucoup comme ça, un sorte de bonus administrateur ou quelque chose tu comme peux, ça. tu peux te mettre des bonus et ça va rajouter. Exactement. Et après, forcément, il va y avoir un prix imposable. Après, il y a aussi des dépenses régulières, etc., qui doivent forcément être liées à l'entreprise. Ouais, comme on a si en tu as une France. voiture en leasing, tu peux la passer Exactement. dessus. Des trucs comme ça. Et toi, tu as quoi? Vous avez des infos sur le gouvernement sur, Oui, nous déjà, on a notre directrice on va dire, de la partie comptabilité. Elle est tax agent, donc c'est un certificat que moi aussi je vais passer, qui en fait te permet qui est reconnu, on va dire, dans le registre des agents de taxes de Dubaï. Ici, okay. C'est ça. Donc en fait, on le fait passer à tous nos employés. Donc elle l'avait déjà, mais nous, on est en train de le finir. Et en fait, c'est super important pour pouvoir vraiment conseiller les clients à 100%. Quoi. D'accord. Ok. Enfin, en fait, et surtout, ça donne après accès à certains types de séminaires, d'informations. Où là, tu as plus d'infos sur justement... Après, on est aussi beaucoup en contact avec la FTA, qui est la Federal Tax Authority de Dubaï. Et puis aussi, on a beaucoup de newsletters, on fait beaucoup de séminaires, de choses comme ça en extérieur, justement, pour être toujours au courant. Généralement, l'entité de taxes de Dubaï fait beaucoup de séminaires aussi. D'accord. Pour que les gens posent des questions ou des choses comme ça. D'accord. Donc on est toujours au taquet sur ce qui se passe. D'accord, c'est cool. Mais donc ça reste toujours intéressant d'avoir une boîte à Dubaï. Ah oui. Mais j'imagine que vu qu'il y a quand même des coûts, annuels qui sont un peu plus importants que beaucoup de pays européens. Mais bon, il n'y a pas la taxe. Tu me diras, à partir de quel volume d'affaires c'est intéressant d'avoir une boîte à Dubaï? Si tu es consultant et que tu factures, je sais pas, 8, 10 000 euros par mois, ça reste toujours intéressant. Très intéressant. D'accord. Parce que les loyers sont quand même beaucoup moins chers. D'accord. Moi, mon loyer, je paye un loyer où je suis dans une tour super haute. J'ai vu sur le Burj Khalifa un loyer que je paierais pas du tout dans le centre de Paris. Quoi. D'accord, donc tu veux dire que le coût de la vie pour vivre, plus la taxation qui est assez faible, malgré tout ce qu'il faut payer comme taxe cachée, en fait, en réalité, ça reste quand même très intéressant. Bah oui, après, il faut aussi mettre en compte, moi, par exemple, ma copine, je sais qu'elle va pouvoir sortir, rentrer à 1h du matin. Bon, à pied, c'est pas très facile de se balader à pied, mais elle rentre, on dort la porte ouverte. Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est safe. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui va faire de l'argent, qui est habitué en France ou de partout en Europe à certains types de problèmes et tout. Ici, ça rentre en compte. Donc déjà. Pour toi, c'est même plus safe que Monaco ? Oui. Oui, parce que à Monaco, il y a Monaco, mais c'est entouré de la France et du coup, c'est les favelas autour. Non, pas forcément, mais du coup, il y a. Enfin, je veux dire, même si Monaco, c'est cool, c'est super protégé. Mais voilà, si tu veux aller manger quelque part en dehors et tout, alors qu'ici, vraiment, on vit dans un hub où tous les Émirats sont safe, quoi. Donc non. Et le niveau de vie, encore une fois, je pense que les loyers ont beaucoup monté depuis 2 ans, 3 ans, mais ça reste encore moins cher, par exemple, que Monaco ou que d'autres endroits. Bien sûr. Et vous voyez un afflux d'expats qui arrive important ? Énorme. Je pense qu'on est vraiment rentré, c'est pour ça aussi que je l'ai fait au meilleur moment. Parce que la corporate, il y a toujours eu des gens qui voulaient ouvrir leur boîte à Dubaï. Ouais. Mais aujourd'hui, avec la complexité de faire certains types de choses, le service premium est beaucoup plus recherché. Donc, on voit beaucoup d'afflux et encore plus régulièrement. Surtout qu'on a un travail qui est très bouche à oreille, quoi. Donc, au début, ça démarre doucement. Et là, de plus en plus de clients sont contents. Donc, on est vraiment en train de... Oui, puis il doit y avoir un afflux d'expats qui veulent quitter la France, qui veulent quitter le UK, etc. Avec tout ce qui se passe, avec l'insécurité permanente, ça doit vous créer... Oui, ou même les gens qui en ont marre de payer... moi, par exemple, je suis italien, payer autant d'impôts en Italie pour le type de service. Ce que j'aime bien à Dubaï, c'est que c'est géré différemment. Les impôts sont bas parce qu'aussi l'accès aux choses gratuites n'existe pas. C'est-à-dire l'école, l'école en tout cas pour les expats est payante. La santé, tout type de service est payant. Donc forcément, ça implique des coûts beaucoup plus bas pour le gouvernement. C'est pas eux qui construisent toutes les tours, il y a des investisseurs, etc. Donc le coût opérationnel du gouvernement va être forcément plus bas qu'en France où il faut payer le RSA, le chômage, plein de choses. L'éducation gratuite aux gens. Donc, bien sûr, c'est un autre système. Et tu penses qu'à terme, Dubaï va rester sans taxe en perso ou que ça va shifter je pense honnêtement que ça va shifter déjà parce que je pense pas qu'ils mettront ça très haut forcément. Je pense pas qu'ils en ont l'intérêt comme ce que je viens de te dire, mais je pense qu'encore une fois pour être de plus en plus en règle et apparaître encore plus clean aux yeux du monde, je pense qu'ils vont peut-être mettre un petit impôt sur le revenu. Mais il faudra lâcher quelque chose en retour par contre. Oui.
Bah, je pense. Mais en tout cas, moi, je serais très content. Bon, même si je viens d'un endroit comme Monaco où on ne paye pas forcément d'impôts non plus, mais ça ne me dérangerait pas de payer 5% sur l'impôt sur mon revenu personnel avec tous les services qu'on a à Dubaï, toute la sécurité. Voilà, enfin, il ne faut juste pas que ça ouvre les portes à une inflation énorme des impôts en général. Ouais, bien sûr. Et après, dernière question, quand tu as ta boîte, je ne sais pas si vous avez le cas, mais quand tu as ta boîte à Dubaï, est-ce que si tu veux investir avec ta boîte dans des properties, etc., dans de l'immobilier, est-ce que tu peux ? Oui, tu peux, bien évidemment. Faut juste faire attention parce que du coup, après, si ça crée du revenu, ça peut être forcément imposable sur la corporate tax. Enfin, c'est un peu complexe, mais beaucoup de gens font ça, achètent des propriétés. Nous-mêmes, avec Welltax, on l'a fait, donc non, beaucoup de gens le font. Mais si tu arrêtes ta licence, tu perds le bien. Bah, ça, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Okay. Je pense qu'il faudrait faire un transfert de la propriété et après... Mais c'est faisable, quoi. C'est faisable, oui, bien sûr. C'est un schéma qui est faisable. Oui. Ok, super, très intéressant en tout cas. Bah, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que voilà, ça permettra d'aider des gens à venir à Dubaï. En tout cas, voilà, moi je le conseille. Je pense que c'est vraiment, je l'insiste, le rêve américain de notre génération. C'est le nouveau rêve américain. Le nouveau. Et voilà, tout le monde trouve chaussure à son pied. Et c'est ça que je trouve incroyable. Que ce soit le sport, les événements. Il y a des événements incroyables. On vit super bien, on est safe. Les salaires sont très élevés. Il n'y a pas de points négatifs. Vraiment, c'est ça que je pousse à dire. C'est que je trouve rarement des points négatifs à vivre à Dubaï. Et c'est pour ça que j'y crois énormément. Ouais, c'est fabuleux. Ok, cool, ça marche. Merci beaucoup, Yannis. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.